si vous n'envoyez pas de DM, si vous n'allez pas interagir sur le contenu des autres avec des likes, des partages à d'autres personnes ou des enregistrements ou des commentaires, faut pas s'attendre à ce que les gens le fassent chez vous non plus. Le fait de publier en fait beaucoup avant notre lancement va aussi habituer l'application, enfin Insta ou les autres réseaux, à ce qu'on publie beaucoup, à ce qu'on soit beaucoup vu et ça veut dire qu'on va pas être en spam durant nos périodes de lancement. Tout ce qu'on voit, c'est le top de l'iceberg. Et en fait, la plupart du temps, quand on parle rétro-planning, organisation de lancement, on va avoir différents types de phases. La phase que tout le monde voit, c'est la phase des ventes. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du Comptoir du Web, un podcast business où on parle de publicité, de manière d'entreprendre, mais pas que. J'aurai l'honneur de recevoir des invités inspirants pour te partager un maximum de valeur. Et aujourd'hui, nous recevons Aude Georgelin. Tu as formé déjà plus de 200 élèves dans la réussite de leur lancement, de leur organisation ou encore de leur productivité. Tu es aussi une vraie addict à Notion et tu proposes de super templates là-dessus. Et est-ce que tu as un détail qu'il faut absolument qu'on connaisse sur toi? Détail, je sais pas, mais c'est vrai que c'est un petit peu quand on le voit comme ça, on se dit: «OK, l'organisation, les lancements, c'est hyper cadré, tout ça, tout ça». Faut savoir qu'à côté, je suis quelqu'un d'hyper, nature peinture et c'est vrai que dans les années précédentes, ça se voyait pas forcément sur les réseaux. Maintenant que je suis sur du YouTube, forcément, les gens s'en sont un petit peu plus rendus compte. Mais voilà, j'ai envie de casser un peu le mythe de: «Ah, on est super frigide quand on fait de l'organisation». C'est absolument pas le cas. On peut aussi être fun, inspiré et cetera, il y a aucun souci. Totalement, je te rejoins là-dessus. C'est vrai que tu es de plus en plus, bah, comme tu le dis, avec ton format sur YouTube, hyper naturel et un peu en mode libéré du poids qu'on peut avoir des réseaux où il faut être, tout beau, tout propre, tout le temps, le sourire, montrer que le positif et ça fait plaisir aussi à voir et on est là justement aujourd'hui pour parler des, prospects qu'on doit attirer sur nos produits digitaux. Donc on va voir ensemble comment est-ce qu'on peut attirer de nouvelles personnes pour après évidemment leur vendre ben, nos produits, ceux qu'on crée, qu'on met du temps à créer, de l'amour et de la passion, comment est-ce qu'on peut rentabiliser tout ça? Et souvent, ça passe par l'étape des lancements. Donc c'est parfait, Aude, merci d'être là pour nous accompagner, là-dessus Avec et plaisir. on va commencer peut-être par les bases, sur voir quels sont les différents lancements en fonction des offres qu'on peut avoir, puisque ça va pas être pareil si on lance, un produit, une mini formation à 50 € ou une offre signature, un programme qui peut être dans les 2 000 € par exemple ou plus. Donc on peut voir un peu, bah, voilà, comment est-ce qu'on peut avoir les bases et commencer à avoir une ligne directive pour notre lancement. Trop cool. C'est vrai que c'est intéressant dans tous les cas à débriefer de cette partie-là, dans le sens où moi je sais que je m'en rends beaucoup compte avec les gens que j'ai au quotidien autour de moi, que ce soit des gens sur Instagram, sur YouTube ou vraiment mes clients en interne avec les formations et l'accompagnement. Très souvent, on a un petit peu une idée toute faite du lancement. Parce qu'on voit les lancements chez les autres, on se dit: «OK, ça va se passer de telle ou telle manière» et du coup, on se dit: «OK, moi, il faut que je mette telle chose en place, telle chose en place». On recopie un petit peu les stratégies qui semblent fonctionner sur internet. Alors déjà, il faut casser un peu ce mythe-là, même si on a l'impression que tout fonctionne pour tout le monde, c'est pas forcément le cas et surtout, on peut pas adapter, en fait, un lancement d'un produit digital, à 47 € et un lancement, pour un accompagnement bootcamp, à 3 500. Et déjà ça, je pense que c'est hyper important d'en prendre conscience parce que quand on va organiser son lancement, en fait, ça fait vraiment la base de tout parce que c'est pas aussi le même risque. On en discutait justement, juste avant, c'est que très souvent quand on va faire un lancement, potentiellement, on va aussi le passer en evergreen. Bah, par exemple, si on parle d'un accompagnement, d'un coaching de groupe, d'un bootcamp, il y a une date d'entrée, il y a une date de fin, alors que si c'est un petit produit digital en autonomie, par exemple, c'est pas du tout les mêmes formats. Et du coup, ça déjà, c'est vraiment à clarifier quand vous allez dans la création de votre offre, c'est qu'est-ce que vous avez envie de faire? Qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place? Est-ce que justement ce sera avec, une cohorte un petit peu, on aime bien dire, une promo, ça commence, ça s'arrête et cetera? Ou alors est-ce qu'on va avoir des formats où les personnes pourront un petit peu faire ce qu'elles «veulent» entre guillemets après de la formation? Donc je dirais ça, c'est la première étape avant de réfléchir un peu au type de lancement, je pense qu'on en discutera après, de voir vraiment ce que vous avez envie en fait de mettre en avant. Je sais pas ce que toi t'en penses du coup sur cette partie-là. C'est vrai que c'est hyper différent d'avoir cet axe en fait en fonction des types d'offres. Moi, je suis d'accord avec toi. Il faut absolument savoir ce qu'on va vendre avant de se dire: «Bah, moi, je vais faire un lancement de 10 jours, et 20 lives, et cetera». Si on va vendre un produit à 47 € comme tu le dis, on n'a pas forcément besoin de mettre la même énergie parce qu'un lancement, c'est hyper chronophage en fonction de ce qu'on veut vendre, de nos objectifs et de la méthode qu'on va choisir et c'est payant et ça peut correspondre aux personnes. Mais des fois, ça sert à rien de brûler toute son énergie pour un produit à 47 € et il vaut mieux peut-être garder cette énergie-là pour, une offre signature, où on va être, comme tu disais, sur un bootcamp à, 3 500 € par exemple.
Complètement et surtout que, en fait, quand on choisit justement ce format de stratégie, tu le disais très bien, par exemple, faire des lives ou organiser des masterclass et cetera. Le timing aussi sur lequel on va le faire. Si on organise un gros lancement, c'est pas du tout la même chose et c'est aussi pas du tout la même chose au niveau de, bah, la création de la communauté, ce genre de choses. On s'attend pas, en fait, à avoir le même format dans tous les cas et c'est marrant parce que moi, je le vois avec beaucoup de personnes qui ont organisé enfin, qui souvent viennent vers moi parce qu'elles ont fait un lancement, ça a pas très bien fonctionné ou alors c'était pas vraiment elles étaient mal organisées, du coup, il y a eu beaucoup de stress et cetera et quand on fait un peu le bilan de ce qui s'est passé, en fait, il y avait des attentes qui étaient beaucoup trop hautes par rapport aux fondations, en fait, qu'ont ces personnes-là et du coup, c'est ça qui est important aussi à comprendre, c'est que, bah, quand on se lance, ça en soi, c'est une autre conversation, mais il faut aussi bien choisir les premiers produits concrets. Pour moi, par exemple, sans audience, faire, plein de petits produits à 27, 47, 100 €, c'est compliqué. C'est hyper, hyper compliqué. Il vaut mieux passer du temps à, soit faire de la prospection et organiser un plus gros lancement pour avoir des plus grosses offres, créer de la trésorerie, une communauté et cetera. Mais voilà, que de lancer des toutes petites offres, c'est hyper, hyper compliqué, surtout quand on le fait en organique. Parce que pour le coup, moi là, je parle de la partie organique. Je pense que pour la pub, c'est un petit peu la même chose aussi, sauf que tu attires des personnes forcément à une gamme beaucoup plus grande, mais il faut faire attention à ce genre de choses également, quoi. C'est totalement ça et comme tu le dis, c'est vrai que si on vise, on peut avoir cette stratégie de créer des petits produits, mais il faut quand même déjà avoir une communauté pour que ce soit rentable. Parce que si c'est pour sortir une offre à 47 € en vendre 2 par mois, on va pas vivre clairement de son Complètement. business. Ça va être difficile, donc il vaut mieux passer du temps justement à créer une offre, beaucoup plus aboutie, beaucoup plus élaborée, qui va aussi permettre de fidéliser les premiers clients qu'on va avoir, de pouvoir montrer, ben, comment est-ce qu'on fonctionne, tu vois? De mettre en avant notre customer care, ça aussi c'est quelque chose qu'on va voir dans l'épisode un peu le parcours client. Donc c'est vrai que ça, c'est hyper intéressant de se dire: «Je vais commencer par mon offre signature qui va évoluer au fur et à mesure et qui peut-être ne sera plus l'offre signature 6 mois après» et à partir de là, une fois qu'on sait ce qu'on veut vendre, on va pouvoir du coup définir les différentes phases d'un Mmh. lancement, puisqu'il y en a quand même beaucoup et souvent on en oublie aussi. Complètement. Tellement on a la tête dans le guidon et qu'on a des to-do list déjà à rallonge, on oublie beaucoup de phases et ben, quelles sont justement les phases, les différentes phases, d'un lancement pour pouvoir s'organiser, faire notre rétro-planning. Bah, du coup, je trouve ça hyper intéressant parce que en fait, personne le sait. Enfin, tout le monde le sait, mais sans forcément s'en rendre compte. Je pense qu'on se voile facilement la face en se disant: «Bah, je regarde un petit peu, encore une fois, ce que font les autres» et c'est complètement normal en soi de faire ça parce que le seul moyen pour nous, en fait, de se créer une opinion, de créer des stratégies, c'est soit de se former, soit d'observer les autres. Sauf qu'en fait, ce qu'il faut bien se rendre compte et la meilleure image qu'on peut utiliser, c'est l'iceberg. Tout ce qu'on voit, c'est le top de l'iceberg. Et en fait, dans la plupart du temps, quand on parle rétro-planning, organisation de lancement, on va avoir différents types de phases. La phase que tout le monde voit, c'est la phase des ventes. C'est-à-dire, c'est le premier jour où vous êtes là, OK, mon produit est en ligne, voilà, vous pouvez l'acheter, il y a un code promo, tout ce que vous voulez, tout ce qu'on va venir vraiment faire pendant la phase des ventes. Ça, c'est voyant. À la limite, on va aussi pouvoir voir ce qu'on appelle la phase, plutôt de promotion, de mise en avant. Suivant encore une fois la stratégie que vous allez mettre en place, c'est en fait là où vous allez parler de votre lead magnet. Donc je prends un lancement classique, ouverture, fermeture de coaching de groupe par exemple. On fait une masterclass, on fait un webinaire. Bah, forcément avant cette masterclass ou webinaire en live, on va faire une phase de promotion où, toute notre communication va être envoyée sur ce fameux lead magnet. Donc ça, phase de promotion et ensuite phase de vente. C'est vraiment le moment où on va vendre concrètement. Sauf que personne ne parle de la troisième phase, qui est du coup la première phase, qui est la phase qu'on appelle sensibilisation ou éducation. Et en fait, cette phase-là, c'est la plus importante. Et encore une fois, moi, il y a plein de gens avec qui je commence à travailler, quand leur parle de cette phase-là, c'est là qu'ils se rendent compte, OK, c'est pour ça que mon lancement, il a pas marché. Parce que j'ai pas fait de phase de sensibilisation, d'éducation. Et en fait, cette phase-là, elle fait hyper peur et je pense que c'est aussi pour ça qu'inconsciemment, tu sais, on l'obstrue un petit peu, on n'a pas trop envie de la regarder parce qu'en fait, c'est une phase hyper longue. C'est une phase qui dure 2 à 3 mois, suivant le stade un petit peu où on en est. Surtout pour un premier lancement, elle peut largement aller au-dessus de 3 mois et en fait, c'est la phase où on se dit: «Bah, je fais plein de choses sans résultat». Parce que je suis pas en train de vendre, je suis en train de communiquer, je suis en train de rencontrer des personnes, créer mon audience, avoir une communauté et en fait, comme on n'a pas de résultat tout de suite, on se dit: «Bah, en fait, là, je suis en train de faire des choses dans le vent, ça me saoule et du coup, j'arrête, j'abandonne, j'arrive pas à être récurrent». Sauf qu'en fait, sans cette phase-là, on peut pas du coup faire une vraie bonne phase de promotion, une vraie bonne phase de vente et cetera et ouais, je pense que c'est ça un petit peu le point bloquant qu'on va avoir. Je sais pas toi comment tu le vois du coup, si cette phase-là, elle existe aussi justement par Ouais. rapport au peut-être plus à la pub Facebook qu'à l'organique et cetera?
Bah, c'est exactement ça. On est aussi dans un délai de 3 mois. En fait, ça va aussi dépendre évidemment de la stratégie qui est mise en place. Mais souvent, tu vois, il y a des personnes qui viennent me voir qui me disent: «Voilà, j'ai un lancement dans 3 semaines, je veux mettre en place de la pub pour ce lancement». Les gars, Classique. les gars, si ça marchait comme ça, je ne serais pas là, en fait. Je enfin, je veux dire, si c'était si facile, voilà, vraiment, je m'embêterais plus. Le jour où je peux plus m'embêter, je ne m'embête plus. Donc, ça marche pas comme ça. Et je leur dis: «Mais non, mais en fait, même si tu as une offre de ouf, même si tu as une communauté de ouf, non, tu peux pas te permettre de faire ça. Ça ne marche pas comme ça ne marche plus comme ça, en tout cas». Mmh. Surtout avec les temps actuels, il faut aussi prendre en compte la situation, actuelle, qu'on se trouve, que ça soit, économique, tu vois, tout l'état mental aussi, dans laquelle on va dire se trouvent les personnes et du coup ça marche plus comme ça et effectivement moi je leur conseille de faire 3 mois avant, de commencer à augmenter leur liste email parce que ça passe beaucoup du coup par la liste email au niveau de la pub. C'est là où clairement c'est le plus intéressant dans les lancements en publicité, et je leur dis: «On va lancer d'abord des lead magnets qui sont déjà créés, pas forcément des masterclass, pas forcément des challenges, mais des guides, des e-books déjà pour commencer à attirer des personnes, montrer votre expertise, que ces personnes vous fassent confiance parce que vous n'êtes pas, seuls sur votre marché». Donc Bien sûr. forcément, si une personne a envie de déléguer, elle va aller voir une, deux, 3 personnes, même si elle adore votre profil, même si elle va quand même aller voir une autre personne, par curiosité, la démarcher ou non, mais ça va se faire quand même et donc le fait de montrer son expertise à travers le temps va vraiment créer de plus en plus ce lien, tu vois, que les personnes vont avoir et après il y a la deuxième phase en pub où là, je leur dis: «Pendant la semaine de lancement, par contre, pour la masterclass live, le challenge, les ateliers, tout ce qui va être des événements live, là, on va faire de la pub 2 semaines avant». Mais il OK. faut déjà avoir préchauffé, toute sa liste email, avoir déjà fait grossir sa liste email parce que, c'est surtout les personnes qui sont venues en amont qui vont acheter, qui vont être convaincues grâce à l'événement live. Mais il y a quand même cette phase-là et comme tu le dis, beaucoup l'oublient et c'est vrai qu'en organique, ça fait peur parce que tu travailles dans le vent. Enfin, moi, je me rappelle, c'était vraiment tu poses des trucs, tout le monde s'en fout, tu vois? Toi, tu es là, tu es à fond, tu charbonnes et en plus, tu dois garder de l'énergie pour le vrai enfin, pour la vraie période de lancement, d'ouverture et pour après accueillir les personnes en fonction de l'offre et en fait, c'est la frustration qui parle bien souvent quand on va pas au bout. C'est parce qu'on a l'impression d'avoir une to-do list à rallonge, d'où l'importance d'avoir une bonne organisation, hein. Notamment aussi de se faire accompagner. Moi, je m'étais faite accompagner et c'est vrai qu'avoir quelqu'un qui donne les lignes directives quand même un minimum, je trouve que c'est important, surtout quand c'est son premier lancement, quand c'est une grosse offre aussi, parce qu'il y a tout l'enjeu de se dire: «J'ai, créé toute ma formation». Après, il y a 2 écoles, ceux qui vendent sans Bien avoir sûr. créé et ceux qui créent, avant de vendre. Moi, j'avais créé avant de vendre parce que j'aurais pas su gérer le stress, tout ça et c'est vrai enfin, c'est primordial vraiment d'avoir quelqu'un, tu vois, comme toi tu fais pour accompagner ces personnes-là et pas être perdu, notamment sur la phase de sensibilisation pour savoir quelles sont les premières étapes, en fait, à Mmh. mettre en place, qu'est-ce que je vais poster, comment? Alors est-ce que tu as un peu des tips pour se lancer vraiment dans cette phase-là, qui est la plus importante au final? Complètement et du coup, je rebondis tout de suite aussi sur quelque chose que tu as mentionné que je trouvais très intéressant par rapport, toi, à l'axe justement de la pub, c'est que vous allez réutiliser des choses qui sont déjà créées Mmh et mh. ça, c'est tellement intéressant et en fait, pour moi, c'est aussi à ça que ça sert la phase justement de sensibilisation. C'est que faire de la pub sur quelque chose qui n'a jamais eu de trafic organique, on ne sait pas forcément comment ça va réagir dans tous les cas. Donc c'est hyper intéressant d'abord d'avoir du trafic organique et ensuite potentiellement de faire de la pub. Et en fait, pour moi, je sais qu'aujourd'hui, si je devais vraiment réorganiser, voilà, un gros lancement, et cetera, j'utiliserais justement cette phase-là, mais pour faire que de l'analytique en fait. Je lancerais des choses, je changerais mes pages de capture, je ferais des modifications au niveau de mes mails et je ne ferais que de la stat. Et ça a été prouvé comme on le sait très bien que l'email marketing est une des meilleures manières de vendre, analyser ces datas pour vraiment comprendre le fameux parcours client en fait de nos clients, comprendre un petit peu les étapes par lesquelles ils vont passer, etc. C'est hyper intéressant. Et ça, c'est beaucoup mis de côté parce que c'est toujours un peu difficile. C'est un peu comme l'administratif, la comptabilité, tu vois, on n'a Ouais. pas envie de le faire. Donc pareil, les analyses de stats, souvent ça n'intéresse pas grand monde, mais finalement, c'est là où on va vraiment pouvoir faire la différence et en fait, il faut voir ces 3 mois, enfin pour moi, je le vois vraiment comme un levier où on teste sans avoir peur de rien, parce que du coup, il y a pas de voilà, il va rien se L'enjeu passer. direct, ouais. Donc voilà, il y a pas d'enjeu complètement et du coup, après, au moins, on est prêt pour quand on va devoir faire, ce fameux vrai lancement et c'est vrai que pour moi, dans la phase de sensibilisation, comme tu le disais, c'est un gros moment de communication et en fait, c'est là que c'est essentiel, à mon avis, de retravailler la fameuse
beaucoup, beaucoup utilisé, stratégie de contenu, mais vraiment d'avoir des choses concrètes, en fait. Et moi, je sais que je fais travailler aux gens avec qui je travaille, on retravaille bien le client idéal, on va pour bien retravailler les problématiques, on retravaille aussi les thématiques que ces personnes-là sont capables d'aborder, parce qu'il ne faut pas oublier que le but de ce qu'on fait aussi, c'est de parler de notre expertise, notre Mmh expérience. mh. C'est pas de s'inventer une vie et de juste créer du contenu pour créer du contenu. Il faut vraiment essayer de montrer sa personnalité. C'est pour ça que parfois c'est même mieux de parler de son expérience que de parler de son expertise. Ce qui se fait beaucoup par exemple sur LinkedIn, où on est beaucoup plus expérimentation que bah là je te montre mon expertise, je te placade tout ce que je sais faire, etc. C'est pas forcément le même format. Donc je dirais ouais de vraiment bien retravailler sa stratégie de contenu, de savoir où est-ce qu'on va et pour, vraiment minimiser un peu le truc, enfin moi je sais que ce que j'ai appris à faire au tout début, c'est d'avoir mes 10 top problématiques. En fonction de ces problématiques-là, d'avoir peut-être, 3-4 façons de les aborder. Donc, des de manière, négative, de manière positive, un format comment faire, un format justement, partage d'expérience et en fonction de ça, ne communiquer que là-dessus, que là-dessus, que là-dessus, que là-dessus et d'avoir vraiment des concepts aussi, je dirais, pour ce gain de visibilité. Mmh Il mh. faut pas oublier qu'aujourd'hui et tu l'as dit, hein, on n'est plus tout seul sur ce qu'on fait. On a beaucoup, beaucoup de concurrence et la seule manière de sortir de la concurrence, c'est soit d'être premier, soit d'être meilleur, soit d'être différent. Mmh mh. Personne n'est premier aujourd'hui, personne n'a l'idée fantastique et si jamais C'est ça. vous l'avez, foncez. Personne n'est le meilleur. Je veux dire, il y a pas de jeux olympiques des entrepreneurs. Comment est-ce qu'on peut savoir, qui est le meilleur, face l'un à l'autre? Donc il faut être différent. Et pour moi, pour se différencier, il faut vraiment créer aussi, bah, ce format de communauté, en fait. Cette communauté, j'aime pas le terme, mais c'est fans, en fait, des gens qui vont vous suivre, qui vont vraiment être là en permanence parce que vous faites, tel ou tel concept, parce que vous allez faire tel type de post, tel type de story ou même tel type de vidéo YouTube. Moi, je sais que c'est un truc que j'ai bien réussi avec YouTube. Il y a une fois où, bah, du coup, en mars l'année dernière, j'ai été malade, j'ai pas posté pendant 2 semaines. J'ai reçu des messages de gens que je ne connaissais pas, qui me J'adore. demandaient: «Aude, qu'est-ce qui se passe? J'espère que tu vas bien, ça fait 2 semaines que tu as pas posté» et cetera. Enfin, voilà, c'est pas pour te demander une vidéo, mais j'espère que tu vas bien. Et c'est là que je me suis rendu compte, mais en fait, moi qui attends du contenu de youtubeuse, influence, il y a des gens qui font la même chose avec moi, quoi. Et en fait, je pense que c'est ça qu'il faut arriver à recréer justement ce format de communauté, c'est que les gens attendent qu'on fasse du contenu. Tu vois ce que je veux dire? Toi, par exemple, tu l'avais tellement bien réussi avec, Thread. Du coup, Mmh le mh. le Twitter, le X un petit peu d'Instagram, tu étais partout. Moi, j'allais sur Thread, je ne voyais que toi et du coup, à force, j'allais voir, en fait, le contenu que tu faisais, tu vois ce que je veux dire? Et ça, je trouve ça excellent et c'est vachement bien de J'étais pouvoir le faire sur accro. des nouvelles plateformes. Mais oui, 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 complètement et justement, c'était quoi ton concept avec ça? Tu avais envie qu'on te voit partout ou c'était juste que tu kiffais? Franchement, en fait, c'est juste que déjà, j'étais une grosse accro de Twitter. Vraiment, je suis sur Twitter depuis, 2011 peut-être. OK. Donc, grosse accro de Twitter, à faire des nuits blanches à l'époque parce que Twitter, ça a tellement changé et il faut savoir qu'il y a une période où c'était incroyable et donc on pouvait faire des nuits blanches avec plein de gens qu'on connaissait pas, mais OK. parce qu'il y avait un événement dans le monde qui faisait qu'on se réunissait tous autour, tu vois? Plein de trucs et quand Threads est sorti, c'était vraiment juste ça, retrouver ce qu'il y avait eu sur Twitter et c'était juste, kiffer, tu vois? Et ça a été d'ailleurs maintenant on a été bloqués, mais Voilà. vraiment le réseau que j'ai le plus kiffé, c'est, 5 dernières années sur ce laps de temps. C'est là où je me suis plus, amusée et je pense que c'est ça aussi, c'est de retrouver de l'amusement dans ce qu'on fait et comme tu le Complètement. dis, retrouver des concepts et pas avoir peur de faire enfin, pas faire de rétention d'informations, quoi et être Mmh. généreux dans ce qu'on va donner pour montrer notre expertise, mais aussi comment est-ce qu'on fonctionne parce que c'est bon, on les connaît, tu vois? Ceux qui disent comment faire, réussir quelque chose et en fait le poste, il y a pas, il y a que le la surface et il y a pas un minimum de croustillant ou de pertinent ou de d'action à mettre en place et on n'a plus envie de ça. Maintenant, on veut vraiment, soit du fun, soit, de la vraie info et pas forcément des choses vues et revues ou alors abordées différemment, comme tu le C'est soulignes. ça. C'est trouver, notre ligne directive et là où on prend plaisir, vraiment, à faire et je pense que c'est ça le secret, quoi, garder le plaisir, en fait. Ouais, qui fait la diff et surtout que c'est, bah, comme tu le disais, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont vues et revues. On voit beaucoup, beaucoup les mêmes types de contenus et je pense que sur ce côté justement de rétention d'informations, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que alors là, l'entrepreneuriat, je parle en particulier de l'infopreneuriat du coup, parce qu'on est toutes les 2 là-dedans, c'est que tout fonctionne sous forme de cycle. C'est-à-dire que toi, tu es dans un cycle, moi, j'en suis dans un autre, Aline Bartoli, on est dans un autre, Maëlan Faure, on est dans un autre. Et en fait, suivant le cycle dans lequel on va être, la rétention d'informations n'est pas du tout la même. Pour moi, quand on débute,
il faut limite vomir tout ce qu'on a à dire. Faut C'est vraiment ça. être là à toujours dire des trucs, dire des trucs, dire des trucs, dire des trucs et toutes les personnes qui vont se dire: «Oui, mais attends, si je fais ça, les gens vont pas acheter». Allez regarder ma chaîne YouTube, je dis tout ce que j'ai à dire et pour autant, je peux même pas parler de mes offres d'accompagnement parce que j'ai juste jamais de place. Donc ça fonctionne, je vous assure, ça fonctionne. Après, quand on passe à un certain stade, là, on n'a plus besoin de justement donner des informations parce qu'on est un petit peu, alors pas sur un piédestal, mais on a acquis l'image d'expert. On est connu. Enfin là, par exemple, je prends l'exemple de Aline Bartoli. Tout le monde sait qui c'est dans le monde Mmh mh. infoprenariat. Elle n'a pas besoin d'être présentée. Elle a obtenu en gros ce droit-là de maintenant, elle est plus obligée de donner, donner, donner. Elle le fait toujours et elle partage énormément d'expérience, mais elle serait plus obligée de le faire pour pouvoir vendre, de par son image. Et du coup, c'est ça qu'il faut aussi, ben, faire la différence, c'est quand on regarde un petit peu les gens, soit qu'on des personnes où on se dit: «Voilà, cette personne-là, j'aimerais que ce soit mon mentor, je la prends comme exemple». Bah, si cette personne-là, elle partage pas beaucoup de choses, pourquoi est-ce que moi je dois le faire? Mais encore une fois, bah, justement parce que chacun, en fait, a un cycle différent. Je pense que toi, tu l'as vu aussi dans l'évolution un petit peu de ton contenu, dans la manière dont tu attirais les gens. Il y a peut-être des moments où tu étais plus sur du perso, C'est après ça. peut-être plus justement sur donner des informations. Bah, c'est exactement ça et aussi dans le fait de publier du contenu avant, faut savoir que et ça je l'ai remarqué, bah, avec des clients justement en lancement aussi, là-dessus puisqu'on parle aussi de l'organique, tu vois? Moi ça m'intéresse quand je les accompagne en pub, bah, de savoir à côté comment ça se passe parce que quand même vu que les 2 sont liés, en tout cas du côté pub, c'est obligatoire de savoir et le fait de publier en fait beaucoup avant notre lancement va aussi habituer l'application, enfin Insta ou les autres réseaux à ce qu'on publie beaucoup, à ce qu'on soit beaucoup vu et ça veut dire qu'on va pas forcément être en spam durant nos périodes de lancement. Parce qu'il y a toujours ça et ça existe et les gens l'oublient. Mais, quand on se met du jour au lendemain à publier 20 stories, 30 stories par jour, à publier 2 contenus par jour ou un contenu par jour, à faire des lives, à répondre à plein de commentaires, à envoyer plein de messages, on va être classé en spam et donc on va avoir une baisse de visibilité qui va se faire. Et si on n'a pas prévu cette phase de sensibilisation avant où on habitue l'application à publier régulièrement, à être actif tous les jours, à répondre de plus en plus jusqu'à notre période de lancement, à être omniprésent, ben, on va y avoir un problème et ce problème-là, on peut pas le régler, on peut pas le il y a pas une baguette magique après qui fait qu'on est plus en spam, il faut juste patienter et ça peut Mmh. plomber vraiment un lancement parce que j'ai des clients qui m'ont dit: «Mais là, en fait, d'habitude, j'ai 200, 300, 400 vues sur mes stories et là, je suis à 30 vues, quoi». Et j'ai dit: «Bah, ouais, mais en même temps, tu ça fait, 3 jours que tu as repris à publier et tout» et cette phase de sensibilisation, elle est vraiment là pour ça et pour éduquer aussi, ben, les personnes qui nous rejoignent, quoi, au fur et à mesure sur les réseaux, là-dessus. Donc toi, tu conseillerais aussi de varier les types de contenus sur, les réseaux, de faire de la vidéo, du carrousel, des choses comme ça, Complètement et encore une fois, c'est pour, en fait, il faut faire ce qui vous plaît. Enfin, je veux dire, moi, j'ai pas si alors je sais pas, c'est pas vrai, j'ai pas fait de reels de ma vie. J'ai dû en faire 5 à tout casser, c'est pas du tout un truc qui me plaît et voilà, pour autant, il y a pas besoin d'aussi de en fait, ça, c'est des choses aussi que j'ai envie de casser, c'est de dire, bah, il y a pas besoin d'une grosse communauté pour vendre. Vous avez pas besoin de faire des reels pour pouvoir vendre. Il y a pas besoin de faire des reels viraux pour pouvoir vendre. Au contraire, ça a été alors prouvé, je sais pas, mais j'ai énormément d'amis infopreneurs qui ont eu des reels qui ont explosé. C'est plus de la merde qu'autre chose. Elle se Mmh mh. retrouve à devoir les mettre en archive, en fait, parce que, tous les jours, du coup, ça attire des gens qui ne sont pas du tout qualifiés et ça peut aussi être, hyper, hyper problématique. Mais du coup, effectivement, avoir différents types de contenus, je pense que c'est très intéressant. Habituer la plateforme et peu importe les plateformes, en plus, sur lesquelles vous êtes, parce qu'il faut bien se rappeler que, quasiment toutes les plateformes, hein, dans tous les cas, que ce soit, YouTube, que ce soit LinkedIn, que ce soit Instagram, ce qui les intéresse, c'est que les gens passent du temps sur la plateforme et du coup interagissent. Donc pensez bien Instagram interaction. Ils veulent qu'il y ait des interactions. Donc si du jour au lendemain, vous n'avez pas posté pendant un mois et là vous arrivez: «Coucou, j'ai un truc à vendre» et du coup là je commence à répondre aux commentaires, je commence à faire une routine d'engagement, de la mort, Instagram va pas vous mettre en avant. Instagram va se dire: «Cette personne-là, du coup, bah, utilise un petit peu la plateforme mais pas de la manière dont lui il en a envie» et c'est là aussi qu'on met en jeu un petit peu tout ce qui va être algorithme et cetera et ça c'est des choses qui sont à prendre en compte. Je prends un exemple avec YouTube qui est, hyper, hyper spécifique parce que YouTube, c'est le réseau sur lequel il faut avoir le plus de récurrence. Moi, je forme du coup des personnes à se lancer aussi sur YouTube. J'ai une formation sur le sujet et vraiment la formation, elle a été créée de manière à ce qu'il y ait minimum une vidéo par semaine qui sort. Une fois que les personnes sont un peu habituées, on peut passer à 2 vidéos, on peut passer à plus et cetera, parce que c'est quelque chose que YouTube adore. Que vous postiez exactement au même moment, le même jour,
hyper récurrentement, il adore ça et moi je vois les résultats. Aujourd'hui, ça va faire 1 an et demi que j'ai la chaîne, là, c'est en train d'exploser. Enfin mes stats, en fait, ça se voit sur les statistiques que ça marche très, très bien et beaucoup mieux parce que justement YouTube a commencé à se dire: «OK, elle, ça fait 1 an qu'elle fait tout le temps la même chose, elle poste tous les jours enfin à chaque fois que je poste, tout le temps au même moment, elle a quasiment peu raté de vidéos et cetera» et forcément l'algorithme aussi le met en avant et je pense que c'est ça qu'il y a à prendre en compte dans le sens où tu avais aussi parlé de la liste email. C'est vous attendez pas trop à des comment dire? À un truc spectaculaire avec les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ils vous appartiennent pas. Demain, si justement Instagram décide de pas vous mettre en avant, Instagram va pas vous mettre en avant. Donc c'est vrai que la liste email, elle est essentielle, que ce soit en organique ou avec le format justement, Facebook. C'est ça, c'est exactement ça et c'est aussi, le cas pour plein de plateformes, tu vois? Il y a plein de gens qui vont partir sur d'autres plateformes pour faire leur site et tout. Faut vraiment trouver des outils qui font que un maximum de choses nous appartiennent. Donc la liste email, c'est pour ça que moi j'adore WordPress pour les sites internet parce que ça nous appartient réellement aussi, là-dessus et il faut toujours prendre en compte qu'il y a un risque quand on fait un lancement et que le mieux, c'est pas de le baser uniquement sur un seul canal de Mmh. communication. Donc pas si on est sur Instagram, bah, développer sa liste email à côté pour avoir au moins Insta et sa liste mail. Si on peut en avoir un troisième, genre LinkedIn ou TikTok ou Twitter, pourquoi pas, en avoir un troisième, c'est bien et YouTube aussi, mais ne jamais tout miser sur un seul canal parce qu'on peut être bloqué du jour au lendemain et là-dessus, bah, des fois, on peut rien faire, être bloqué à vie, sur une plateforme et il faut pas miser tout là-dessus parce que sinon on peut vite tomber, de haut et je voudrais rebondir sur un truc que tu as dit il y a un petit moment, mais on n'a pas, rebondi dessus, c'est sur la phase de test. Dans cette phase de sensibilisation-là, à quel point c'est important de s'amuser, de tout tester, de faire des trucs qu'on a vus et qu'on se dit: «Allez, c'est le moment de tester, de voir ce que ça donne». Le faire parce que, c'est pareil en publicité aussi, je conseille de tester un maximum, de changer les titres, de faire 2 variantes de titres, tu vois? Des variantes de visuels, toujours tester, tester, tester parce qu'il y a pas de science exacte et ce qui marche pour Aude ou ce qui a pu marcher pour moi ne fonctionnera pas pour une autre personne et Mmh. inversement. Mais il y aura quand même des similitudes et il faut vraiment tester, trouver ce qui nous correspond, ce qui match avec notre entreprise et ce qui match avec notre audience parce que, enfin, il n'y a pas de baguette magique, à un moment, il y a qu'en testant et en travaillant qu'on aura forcément des résultats et justement, il y a aussi quelque chose qui est hyper important quand on va construire l'offre et commencer à la vendre, c'est aussi créer le bon parcours client. Mmh. Comment est-ce que on peut, créer le parcours client? Est-ce que toi, tu mets le parcours client, l'expérience client au même stade? Est-ce que tu vois, les 2 sont liés? Enfin, comment, voilà, expliquer à une personne qui en est à ce stade-là de la création du parcours client, comment est-ce qu'elle peut le faire au mieux? À quoi ça correspond? Comment est-ce que ça se passe? Bah, déjà, la première chose à je pense à débriefer, c'est que le parcours client, c'est vraiment ce format de une personne qui passe d'étranger à client, mais pas que. Parce que, alors, tu fais de la pub, je fais de l'organique, à la fin de la journée, la meilleure publicité qu'on peut avoir, c'est des clients satisfaits. Moi, aujourd'hui, je quasiment tout mon alors pas tout mon business, mais toute la partie accompagnement est basée sur les recommandations. C'est pour ça que j'ai pas besoin de parler de mes offres parce que justement les gens recommandent d'une personne à une autre. Donc ça, c'est aussi hyper intéressant, je pense, à prendre en compte, en fait, quand on va créer son fameux parcours client. Après le parcours client, comme je disais, c'est vraiment, ouais, ce format de: «OK, une personne est étranger, déjà, comment est-ce qu'elle va arriver vers moi?» Ça, c'est incontrôlable, à moins qu'on fasse de la pub, du Google Ads et cetera. Quoique Google Ads, la personne va limite encore plus nous chercher parce que du coup, c'est elle qui fait la recherche, c'est encore un petit peu différent. Mais du coup, il faut bien prendre en compte que la première étape pour vous, c'est un gain de visibilité. C'est-à-dire que quand la personne va être prête à se dire: «OK, j'ai peut-être une problématique sur tel ou tel sujet, où est-ce que je vais aller trouver l'information?» Et du coup, c'est pour vous, c'est à vous, en fait, d'être visible. D'être visible, que ce soit sur une plateforme, 2 plateformes, peu importe, mais vraiment qu'on commence à faire l'assimilation entre votre thématique et vous. Et en fait, ça s'allie beaucoup et je pense qu'on l'oublie vachement. On fait moins le lien, qu'avant. Je trouvais que c'était enfin, c'est pas que c'était mieux fait, mais moi, j'ai beaucoup consommé les contenus américains et je trouvais que c'était flagrant à l'époque. Ça l'est un petit peu moins en France, peut-être aussi. C'est en fait faire le lien entre la visibilité et l'attirance. Et c'est exactement ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il faut créer des concepts spécifiques où les gens vont revenir pour nous et pas pour une autre personne. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se dire: «Non mais attends, mais moi je vais pas, voilà, créer un parcours client de dingue parce que dans tous les cas, il y a trop de concurrence, donc comment est-ce que je peux faire pour me distinguer?» Il faut savoir que la concurrence, franchement, c'est dans la tête parce que une personne qui ira voir vous, voir vous, va peut-être pas aller voir votre concurrence à vous.
Et surtout que pareil, peut-être que vous avez l'impression que votre concurrent vise exactement les mêmes personnes que vous, alors que pas forcément. Et ça, j'ai un exemple hyper précis pour les gens qui nous suivent et qui utilisent Notion. Je suppose que vous êtes déjà allés voir des tutos Notion sur YouTube. Moi, j'en fais beaucoup. J'en fais beaucoup et avant de me lancer, je me suis dit: «Franchement, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose?» Il y a déjà énormément de personnes qui en font, dont un que j'adore, c'est Shubham. Shubham, c'est un mec qui fait du coup des contenus, sur Notion, sur le no-code depuis des années. Le mec a une chaîne, fantastique et je m'étais dit: «Mais à quoi ça sert?» Tu vois? Enfin, je veux dire, il est déjà là, il est déjà présent et cetera. Je commence mon petit truc, je fais mes contenus et tout. Au bout de presque un an, j'ai plusieurs personnes qui sont venues me dire: «J'adore tes contenus parce qu'ils sont vraiment beginners», alors que Shubham, c'est déjà un peu high level. C'est vraiment je fais du no code, c'est pas du tout le même niveau et du coup, j'ai plein de personnes qui m'ont dit ça et je me suis dit: «Putain, mais c'est trop bien» et du coup, j'ai vraiment pris la niche d'aller vers les beginners, d'aller vers les gens qui démarrent sur Notion de zéro et c'est ça aussi qui est important à comprendre, c'est qu'il faut pas, voilà, faut pas se dire: «J'ai une concurrence de ouf, je vais pas essayer de sortir du lot». Si, justement. Et du coup, en faisant ce travail de visibilité, d'attirance, vous pouvez vraiment essayer de sortir du lot. La visibilité, c'est plus le contenu lui-même et l'attirance, pour moi en tout cas, c'est plus, en fait, ce format aussi de recyclage. C'est connu, hein, dans le marketing, il faut répéter 7 fois une information pour qu'elle rentre dans la tête des gens et c'est pour ça qu'il faut faire du recyclage. C'est qu'un contenu qui va être fait d'une manière, ensuite, on peut changer l'accroche, changer l'approche, la manière du coup dont on va en parler, changer les formats aussi. Tout à l'heure, on parlait de carrousel, reels. Enfin, avec un post, honnêtement, on peut faire un post, on peut faire une infographie, on peut faire un carrousel, on peut faire un reels, on peut faire des stories. Enfin, Mmh et mh. tout ça, plus on va répéter, plus on va attirer. Et du coup, ça nous rentre dans la troisième étape de ce fameux parcours client qui est celui que moi je préfère, la conversion. Et c'est là où les gens vont commencer à se dire: «OK, elle m'intéresse, je vais lui faire confiance et je vais télécharger en fait son lead magnet parce que son lead magnet m'intéresse, parce que potentiellement son lead magnet va m'aider à faire quelque chose et cetera». Et ça pour moi, c'est vraiment les 3 premières étapes. C'est d'arriver à mettre ça en place avant même de vouloir vendre ou fidéliser. C'est que cette partie-là de trafic, c'est la plus importante. Qu'on soit d'accord, hein, vous pouvez avoir le meilleur tunnel du monde, si vous n'avez pas de trafic dessus, ça sert absolument à rien. Et je pense que tu as déjà dû le voir avec soit des pubs qui marchaient pas, soit des leads magnets qui marchaient pas. On peut rien y faire. Enfin, je veux dire, si voilà, si le tunnel il est là, il est présent, mais que le trafic est pas là, l'audience n'est pas là, ça sert à rien. C'est ça. C'est exactement ça. C'est pour ça que des fois, ça joue à un détail près et que quand, notamment surtout en pub, c'est un peu la même chose au final en organique, mais quand, un titre ne fonctionne pas, ça veut pas dire que le lead magnet est mauvais ou, que ce qu'on a mis à l'intérieur est mauvais, puisque personne ne le télécharge, donc personne ne peut savoir si c'est mauvais. C'est simplement le titre des fois qu'il faut changer, reformuler d'une autre façon, refaire pourquoi pas la couverture, parce qu'on sait à quel point maintenant les visuels, voilà, les gens, sont attirés quand même vers le beau ou en tout cas ce qui leur parle, Mmh. le plus et des fois, c'est un détail près et faire en c'est d'où l'importance, encore une fois, de la phase de sensibilisation, de faire les tests et les tests passent aussi par tester son lead magnet, tester tout, en fait, tout au-delà de la page de vente, la page de capture, c'est vraiment aussi tester les titres, tester la mise en page, toutes ces choses-là donc ça, c'est clair. Comme tu le dis si bien, c'est la conversion le plus important et ramener du trafic, vers, nos contenus, en ligne, nos offres parce qu'après sinon on va pas, pouvoir forcément vendre, là-dessus. C'est ça. Et puis, je pense que c'est quelque chose qui peut quand même frustrer les gens, donc je vais faire un petit mot là-dessus. C'est que on va souvent se dire: «Ouais, mais en fait, moi, je fais comment? J'ai pas le trafic, j'ai pas la visibilité, qu'est-ce qui se passe?» Et je vais être très honnête avec ces gens-là et puis il y en a beaucoup qui sont dans ce cas-là. Il faut passer par une étape de prospection. Il faut passer par une étape de prospection pour valider son offre, pour valider sa thématique, pour valider son client idéal et pour valider les problématiques. Parce Mmh. que encore une fois, si vous n'avez pas de visibilité, c'est que potentiellement vous ne parlez pas de la bonne manière, donc que vous n'avez pas forcément les bonnes problématiques à aborder, et donc si vous n'avez pas les bonnes problématiques, vous n'avez pas le bon client idéal. Et je sais qu'on on fait chier tout le monde avec ça, hein, le client idéal, la vision, la Gna stratégie de gna gna. contenu, c'est un peu les basiques, mais il faut le faire quoi. Il faut le faire et il faut vraiment du coup le faire et bien le faire et le connaître. Enfin, moi je sais qu'il y a plein de gens avec qui je peux discuter, voilà, même sur Instagram ou quand je leur pose la question: «Mais c'est qui ton client idéal?» Genre: «Est-ce que tu es capable de me dire la situation dans laquelle il est maintenant, les tests qu'il a déjà fait et cetera?» Et c'est pas enfin, quand je pose ce genre de questions-là, je m'attends pas à 3 lignes, je m'attends vraiment à: «OK, en fait, il est dans telle situation, il a déjà essayé de faire ce genre de choses, il est bloqué justement par ça, voilà ce qui lui crée de la frustration». Et en fait, il faut aller beaucoup dans le détail.
énormément dans le détail. Alors, Eva a 29 ans, elle a 3 chiens, non, mais Non. alors peut-être plus pour la pub parce qu'on vise, un petit peu différemment aussi quand on fait des campagnes. Mais vraiment quand vous créez votre client idéal, qu'elle s'appelle Eva, Marie ou Jocelyne, on s'en fiche. Mais il faut vraiment avoir ce sentiment: «OK, qu'est-ce que cette personne pourquoi est-ce que cette personne est là où elle est maintenant, en fait? Et où est-ce que moi j'ai envie de l'emmener?» Sauf qu'avant de savoir où vous voulez l'emmener, il faut savoir où elle est maintenant à l'instant T. Et du coup, ça, je pense que c'est hyper important. Et du coup, la prospection, alors je parle pas de prospection, on la connaît avec coucou, c'est quoi tes objectifs ce mois-ci? Pas du tout. Mais en fait, aller à la rencontre de sa communauté. Enfin, moi, je sais que c'est un truc qui m'a pas du tout desservi. Après, j'ai été hyper bien formée. Parce que du coup, moi, j'ai été formée sur Instagram par Fiona Piccoli. Mmh mh. Franchement, meilleur investissement de ma life. Aujourd'hui, le prix que j'ai payé, enfin, j'aurais pu payer 3 fois le prix. Tellement, bah, ça a fait décoller mon business, hein, clairement. Et du coup, c'est elle qui m'a appris à vraiment bah, échanger avec les gens, m'intéresser à eux. J'ai jamais fait de vraie prospection de ma vie. Par contre, voilà, je communique avec les gens, je m'intéresse un petit peu à leur life, et cetera. Et dans toute, enfin, je veux dire, je fais pas ça pour leur vendre quelque chose, c'est juste que je suis quelqu'un de très humain aussi, j'aime bien discuter avec les gens. Et je pense que c'est ça, ça passe par, en fait, cette étape-là de vraiment, bah, parler, en fait, avec sa C'est communauté. ça. Je sais pas si toi, du coup, tu passes beaucoup de temps. Moi, j'en passe un peu moins maintenant parce que j'ai un peu moins le temps, mais dès que je peux, franchement, je suis dans mes DM, je discute avec les gens, j'échange et tout. Il y a même des gens qui n'ont jamais acheté chez moi. Je connais toute leur vie, je sais qu'ils ont des Ouais. enfants, je sais ce qu'ils enfin, tu vois? Parce qu'on discute, parce que je m'intéresse à eux et cetera. C'est des gens qui me suivent aussi beaucoup par rapport au Mmh mh. contenu que je vais faire. Mais du coup, ouais, toi, par rapport à ça, comment ça s'est passé quand tu t'es lancée? Est-ce que tu étais beaucoup dans les DM? Enfin, quelle a été un peu la strat Ouais. justement que tu as mis en place? Franchement, ça a été pareil, ça a été dans les DM, ça a été aussi d'accepter toutes les invitations que j'avais. Genre, je crois que j'ai pas refusé pendant un long moment, les invitations. Évidemment, bon, après j'ai pas reçu d'invitations cheloues ou des trucs qui me plaisaient pas, tu vois? Des choses avec lesquelles ça matchait pas, donc ça a bien fait aussi. Mais j'ai accepté vraiment tous les lives, toutes les masterclass, tout, j'ai tout accepté, là-dessus. Et c'est justement Aline qui avait dit ça dans je crois dans un de ses épisodes de podcast et qui avait dit: «Mais moi au début j'ai tout accepté aussi». Évidemment, il faut que ça matche, d'abord si ça matche pas, bah, je pense qu'il faut quand même refuser, mais accepter pour, se donner un maximum de visibilité, être visible et tout, Mmh. donc ça, je le faisais beaucoup. J'échangeais beaucoup, que ce soit par mail, DM, dessus. Et en fait, au fur et à mesure, c'est devenu un peu ingérable quand même. Et OK. donc j'essaye de restructurer. Il y a des parties que j'ai déléguées, tu vois? Les DM, c'est toujours moi qui y réponds, donc c'est toujours je mets toujours du temps quand même pour y répondre des fois et c'est galère et je suis désolée s'il y a des personnes qui m'écoutent et qui j'ai eu du temps à répondre. Vraiment, je fais du mieux, mais c'est pas ma qualité première, je le reconnais, c'est déjà cool. Mais voilà, i c'est vrai qu'il faut le faire. Par contre, j'allais beaucoup interagir, beaucoup de stories, beaucoup de DM, beaucoup de commentaires. Enfin, vraiment, fallait être, ben, généreux et aller échanger, échanger, échanger. Et maintenant, voilà, c'est vraiment le temps, en fait, qui manque, pour faire. Mais par contre, Mmh. quand j'ai du temps, alors des fois, bah, c'est tard le soir et je suis là, je réponds et tout parce que c'est quand même intéressant. Et comme tu le dis, il y a des personnes avec qui je communique depuis 3 ans, je crois, qui sont peut-être jamais achetées chez moi, mais on communique toujours et je réponds aux questions, tout ça, parce que comme je dis, il faut pas avoir peur de poser une question. Déjà, enfin, j'espère en tout cas qu'il y a personne qui envoie une facture après avoir reçu une question sur Insta, tu vois? Mais c'est surtout qu'il vaut mieux poser la question plutôt que de faire une erreur ou quelque chose qu'on pourrait regretter alors que la réponse des fois se fait en une ligne, un vocal et puis voilà. Donc faut pas avoir peur d'envoyer un message si la personne elle est trop occupée, elle vous répond pas et vous attendez, elle vous répondra plus tard. Donc il y a pas de honte ou de peur ou quoi. Au contraire, faut aller interagir et aux sens inverse, oser aller interagir avec les personnes avec qui on aimerait collaborer. Et je trouve que ça, Mmh. c'est super important. Et comme tu dis, enfin, moi, je le faisais beaucoup à travers les lives, quoi. On faisait beaucoup de lives à plusieurs. Et ça, j'aime trop parce que t'échanges avec la communauté de l'autre personne. Alors, bah, des fois, c'est cool, tu as des bonus, on va dire, si tu apportes une client ou des personnes qui vont te suivre. Des fois, pas du tout. Mais l'échange était super cool. Et encore une fois, ça a permis de démontrer ton expertise. Tu as pu prendre de la valeur. Tu as pu apprendre à connaître aussi les gens, tu vois, Mmh. qui sont venus, les questions que tu as. Parce qu'après, ça te permet de te dire, OK, bah, en fait, à chaque fois, j'ai, ces 4 questions qui reviennent tout le temps. Mais bam, une nouvelle idée de produit, une nouvelle idée de contenu. Enfin, c'est vraiment en échangeant qu'on a, toutes ces infos, là, tu vois? Comme tu le disais, donc c'est super c'est super important. Et justement, toi, tu as fait un lancement où, tu avais pas forcément aussi une grosse communauté, tu vois, à ce moment-là. Et j'aimerais bien que tu nous si tu es OK, pour nous faire un petit Bien retour sûr. d'expérience justement dessus, parce que je trouve que, bah, les retours d'expérience, c'est souvent le plus intéressant, par rapport à ça. Ouais, honnêtement, c'est une histoire que moi j'aime trop et je trouve important aussi, après moi je parle beaucoup de pour le coup, alors c'est pas que je parle beaucoup d'argent, mais j'ai pas de tabou à en parler. Je pense que c'est important aussi d'en parler parce que, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne vivent pas de leur activité, Mmh mh. parce qu'ils gèrent mal leur trésorerie, parce qu'aussi ils ont aucune idée de combien est-ce qu'ils peuvent vraiment gagner. Et vraiment ne n'assimilez pas la grosse communauté au gros chiffre d'affaires.
Parce Oui. que clairement, moi, j'en connais, hein, qui ont 10-15 K, qui peuvent pas se payer de salaire tous les mois parce que justement, ça ne suit pas, en fait, derrière, parce que la communauté est pas engagée. Donc pour les personnes qui nous regardent et qui ont beaucoup d'abonnés, mais pour lesquels ça ne marche pas, faites du tri, effacez les gens qui on voit que c'est des faux comptes et cetera. On voit que c'est des gens qui sont pas intéressés dans tous les cas, donc n'hésitez pas à faire du tri. Mais du coup, au-delà de ça, moi, le 1er lancement que j'ai organisé, pour recontextualiser un petit peu les choses, j'ai organisé un lancement sur une formation sur les lancements. Donc on va se dire: «OK, mais déjà Aude, comment est-ce que tu en es arrivée là?» C'était ton premier lancement, sur Instagram. Donc, moi avec Decat, donc j'ai travaillé pendant, 8 ans avec Decathlon, j'ai organisé beaucoup de lancements et du coup, c'était des lancements qui étaient tant physiques en magasin qu'en ligne et en fait, les dernières années, j'étais responsable d'un e-commerce, du coup du e-commerce de tout Decathlon Thaïlande, donc toute la partie quand même, gestion internet et cetera, ce genre de choses-là, on connaissait et au-delà de ça, donc moi, j'ai commencé mon activité en 2019, donc j'ai quasiment fait 2 ans avec Decat et en même temps mon activité à côté. Donc où j'étais déjà sur la partie organisation, structuration de business, développement et cetera. Donc dans les des lancements, j'en ai fait, j'en ai fait, j'en ai fait. Et en fait, quand je suis arrivée au moment justement, j'avais créé ma grosse offre. J'avais pas prospecté, mais j'ai eu quand même pas mal de je vais pas le cacher, hein, j'ai gagné en visibilité. J'ai été formée par Fiona Piccoli. Elle m'a mis en avant certaines fois. Forcément, ça a joué aussi sur le «décollement» entre guillemets de ma carrière, si on peut dire ça comme ça. Bah oui, non Mais mais on dit ça oui, comme ça, c'est ta oui, c'est vrai, carrière. c'est une carrière mais j'ai le souvenir de enfin pas le souvenir, mais j'ai le la catégorisation de ma carrière Decat, avec 8 ans là-bas, mais c'est vrai que là, je suis dans un autre type de carrière et du coup, c'est vrai que quand j'ai fait toute cette partie-là, donc moi, j'avais mon accompagnement, voilà, j'avais déjà des clients et cetera et je suis passée dans un nouveau cycle où je me suis dit: «OK, là, il me faut, bah, du coup, un produit en ligne». À la base, je voulais vraiment créer un produit d'appel. Donc il faut savoir que Get Your Launch Done aujourd'hui, je la facture, 560 €. C'est une formation qui valait 89 € à l'époque. Les gens qui l'ont acheté 89 € aujourd'hui ont une formation énorme, ils se sont mis très, très bien. Ça c'est clair et net et du coup, voilà, je m'étais dit: «OK, j'ai envie d'avoir ce format-là. Moi, je suis sur la niche de l'organisation. Est-ce que je peux pas encore plus me nicher?» Et du coup, je me suis super nichée dans le format lancement. Pourquoi? Parce que je savais que ça allait plaire à mon audience. Aujourd'hui, j'ai une formation vraiment pure organisation, atteindre ses objectifs et cetera. Mais la formation sur les lancements, je me suis dit: «Là, au stade où j'en suis, c'est ça qui va plaire le plus» et du coup, je me suis vraiment mis à fond là-dedans. Donc j'ai fait une grosse phase de sensibilisation, pas forcément, elle a quand même duré 2 mois, donc tout le mois de décembre, tout le mois de janvier. Vraiment, je n'avais que des j'ai arrêté de faire, Google Agenda, Notion, tous ces trucs-là. J'étais focus sur les lancements, donc je parlais que de lead magnet, d'organisation de lancement, de rétro-planning, création de formation, tout ce que tu veux. J'étais à fond là-dedans et du coup, j'avais, je crois, en tout cas à l'époque, je devais avoir 280 abonnés. Ce qui est rien du tout, 280 abonnés, enfin voilà, c'est vraiment le début du début. Après, vaut mieux avoir 280 qui regardent tes stories tous les jours, que d'en avoir 15 000 qui regardent jamais. Et du coup, je me suis dit: «OK», je m'étais mis un target, je voulais absolument lancer le 7 février, tout simplement. Alors c'est pas je sais pas si c'est spirituel, mais parce que mon nombre préféré, c'est le 27 et du coup, ça tombait, voilà, 7 février, 2 et 7. Je me suis dit: «Vas-y et tout», je me mets une deadline parce que j'avais envie de me mettre une deadline aussi et il faut absolument vous Il mettre une faut deadline oui, oui. quand vous faites votre rétro-planning, même si vous êtes un peu tout seul, c'est votre premier lancement, mettez-vous des deadlines, c'est le plus et affichez-les. Enfin moi je l'ai dit sur, je crois au début du mois de janvier, j'avais dit voilà le 7 de, février, il y aura un lancement, il y aura une nouvelle, pas une nouvelle offre, mais il y aura une nouveauté qui va arriver et cetera. Donc je m'étais vraiment engagée auprès de ma communauté. Donc à ce moment-là, beaucoup de contenu là-dessus, énormément d'échanges en DM. Genre vraiment, je devais passer, franchement 4 heures par jour à échanger avec des gens et juste en fait pour comprendre un peu mieux, réutiliser leur vocabulaire après en story. S'il y avait des gens qui me posaient des questions, je réutilisais ça en story et cetera. Enfin, j'étais vraiment à fond là-dedans et ensuite j'ai organisé mon lancement, bah, comme j'apprends à le faire, hein, dans mon programme en ligne où, voilà, il y avait des jours spécifiques, je parlais de choses spécifiques. Un jour, j'allais parler de ça, le lendemain, j'allais parler de ça et cetera et cetera. Je n'avais aucun témoignage. Personne n'avait vu cette formation. Il y avait que vraiment ma valeur à moi pour le coup. Et ça, je sais que c'est un truc qui revient beaucoup, c'est: «Aude, comment je fais si j'ai pas de témoignage?» Le meilleur truc aujourd'hui, je dirais à tout le monde, c'est faire une bêta test. 3-4 personnes, leur faire, comme ça au moins vous vous assurez quelques témoignages et sinon, bah, jouer sur votre personnalité. Moi, à ce moment-là, c'est hyper bien tombé parce que, bah, du coup, voilà, c'était en demande, il y avait un besoin en fait tout simplement sur ce format-là et ça a très bien marché parce que j'ai vendu tout de suite. Déjà ça, pour le coup, le premier jour, j'ai dû faire une vente, 1 heure après avoir lancé le produit, donc j'étais: «Ah putain, c'est trop bien, ça Trop bien. marche quoi», genre, tu sais la première notif Ouais, Stripe de ouais, ouais. formation en Tu ligne, t'en tu es là genre: rappelles. si la personne passe par ici, je pense pas, mais c'était, du coup Damien, un coach sportif qui l'avait acheté et après voilà, ça s'est enchaîné, j'ai vendu quasiment tous les jours, beaucoup plus forcément le dernier jour
parce que Oui. l'offre se terminait et après je crois que le ça passait de 89 à je crois que c'était 147 à l'époque. D'ailleurs, on m'avait fait la remarque, on m'a dit: «Mais, la différence elle est énorme» et cetera et enfin, pour moi, c'était logique parce que, tu fais un lancement, ça coûte 89 et après ça en coûte 100. Je m'en fous d'acheter Bah, ton ouais. produit en lancement. Par contre, s'il y a, quasiment 50 en plus, là ça m'intéresse et du coup, ouais, donc ça c'était un petit peu passé comme ça. J'avais vachement échangé avec les gens et cetera et ouais, c'est franchement j'ai pas été surprise que ça ait marché parce qu'en soi, c'est une formation sur les lancements, donc j'avais normalement bien fait mon taf, mais aussi c'était une grosse pression. Parce que Mmh tu mh. imagines, ça marchait pas, Bah, ouais. j'avais l'air d'une débile après, mais j'étais prête à prendre le risque, quoi. Donc je dirais vraiment ça, ouais. Travailler sur sa visibilité, beaucoup, beaucoup de contenu, être hyper présent et aussi être présent du coup, dans les DM. En fait, faut pas s'attendre si vous n'envoyez pas de DM, si vous n'allez pas interagir sur le contenu des autres avec des likes, des partages à d'autres personnes ou des enregistrements ou des commentaires, il faut pas s'attendre à ce que les gens le fassent chez vous non plus. Donc ça, je pense que c'est donnant-donnant, du moins, au début. Moi aujourd'hui, j'ai plus le temps de le faire. Je le fais faire par quelqu'un de temps en temps pour relancer justement un petit peu le compte. Mais voilà, j'ai plus le temps de le faire. Mais au début, il faut passer par cette case-là. Quand je vois des beginners qui veulent pas trop créer de contenu, veulent pas faire de routine d'engagement, C'est ouais, difficile. c'est compliqué en Faut fait. Il avoir le faut pas budget, ju quoi. Mais c'est ça, il faut pas s'attendre, à vendre, juste dès qu'on va parler de son offre. Il faut quand même donner énormément, avant. c'est ça, il y a rien de magique. Mais justement, j'ai une dernière question et après, ouais, j'ai envie qu'on revienne sur ton accompagnement. Si justement tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu aimerais changer dans le monde de l'entrepreneuriat? Alors alors pas changer, mais, c'est je pense de trouver en fait, alors moi je l'ai vécu comme ça, mais je sais que beaucoup de personnes ne le vivent pas de cette manière, donc et c'est pas quelque chose qui peut être fait automatiquement comme ça, mais je dirais que c'est mon meilleur conseil plutôt quand on se lance dans l'entrepreneuriat, c'est trouvez-vous des business friends. Trouvez-vous des gens avec qui vous allez pouvoir échanger. Donc si je pouvais changer quelque chose, je dirais, quand tu t'inscris sur Instagram, tu as Instagram qui te propose 4 profils en te disant: «Ces nanas-là ou ces mecs-là, ça va grave être tes business friends». Parce que moi, ça a changé, alors pas tout mon business parce que je les ai eus depuis le début, mais je l'ai vu avec des personnes avec qui je peux interagir qui sont hyper seules et moi, c'est beaucoup des gens comme ça qui viennent en accompagnement, qui au final alors, potentiellement, savent pas forcément quoi faire, mais c'est surtout ont besoin d'un regard extérieur, ont besoin de alors je suis pas psy non plus, mais juste d'expliquer en fait, bah, voilà les problématiques dans lesquelles je suis maintenant, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et cetera et ouais, je pense que c'est ça moi qui je le souhaite à tout le monde, c'est de trouver des gens qui sont autant en fait, je vais pas le dire en français, mais excited, Mmh mh. par vos projets à vous que par les leurs. Ouais, C'est difficile à trouver, mais c'est quand on vrai. a trouvé les bonnes personnes enfin, je sais que moi j'ai 2 personnes en particulier, tu vois, quand j'ai fait 10 K, le mois dernier, bah, je leur ai dit, il y a pas eu de: «Ah putain, tu fait comment? Tu trop de la chance». C'était, «Putain génial», enfin, tu vois, c'était: Bravo, «Meuf, je suis tu trop fière de mérites. toi», Ouais, tu vois? bah, ouais. Exactement, tu mérites après tout ce que tu as mis en place et cetera et franchement ça je le souhaite à tout le monde parce que je pense que d'avoir ce pilier-là, d'avoir des gens qui sont autant là dans les bons moments que dans les mauvais, parce que des mauvais, je pense que parfois il y en a Ouh plus que là! des il y en a plus que des bons. Les audios où tu es en PLS, où tu peux pleurer, où tu peux te défouler et tout, ça fait des Exactement. c'est Bah, primordial. 2e chose à changer, oser parler de ses galères et Mmh je mh. je sais que c'est difficile, hein, j'avais fait un sondage, c'était un des meilleurs sondages d'ailleurs qui avait hyper bien pris en story, où j'avais posé la question aux gens genre: «Si demain on parlait plus de nos galères, est-ce que ça vous plairait?» et j'avais mis un sondage du style, «Oui, moi j'aimerais en savoir plus» ou «Non, moi je préfère avoir la solution» et au final, j'avais pété les scores sur le «Bah oui, en fait, on a envie de le savoir» parce qu'aujourd'hui, on voit que ce qui est joli, on voit que ce qui marche bien, parce que c'est aussi, je pense, humain, c'est très égocentrique, hein, on n'a pas envie de montrer quand ça va pas et cetera. Mais je pense qu'il faut plus le faire. Donc peut-être désacraliser un peu ce truc-là de en fait, tout le monde un jour a été dans la merde, quoi. Mmh mh. C'est moi aussi, je me suis retrouvée à 2 heures du matin en train de finir un truc pour un client parce que je l'avais pas fait, Ah hyper ouais. stressée, même si tu vas te coucher, tu arrives pas à dormir tellement tu es en train de repenser à ce que tu dois faire. On l'a tous vécu et je pense que d'en parler un petit peu plus, pour un côté aussi santé mentale, c'est hyper, hyper intéressant. Je sais Bah, pas si ça ça sera répond à ta question du ouais. coup, mais Et c'est trop bien parce que ça sera un des épisodes que je me suis noté, de parler de tout ça. Je sais pas comment je vais l'appeler, mais, de tout ce chaos, tu sais, qui enfin ce chaos, c'est peut-être un mot fort, mais de tous ces trucs-là qu'on peut avoir tout le temps et puis, il y a une semaine où tout est formidable, tu signes plein de clients, tout se passe bien et puis bam, le lundi, ça enchaîne et puis le mardi et le mercredi et le jeudi, tu te dis: «Mais putain, quand est-ce que ça s'arrête?» Pour qu'est-ce ne que pas j'ai citer au fait?
Orelsan, bah, ouais, c'est ça et donc voilà, donc trop, trop intéressant. Merci beaucoup pour ça et pour débrief, j'aimerais juste vraiment, parce que encore une fois, c'est super important de se faire accompagner. Vraiment, moi, ça a tout changé pour mon lancement et pour beaucoup de personnes aussi avec qui je travaille en publicité se font accompagner pour des lancements et sont rarement, seules à 100 Mmh. et ton accompagnement, bah, je trouve ça, simplement trop bien de pouvoir aider les personnes à préparer leur lancement pour être serein aussi parce que comme tu le dis, la santé mentale, c'est primordial. Si on c'est pas un sprint ce qu'on est en train de faire, c'est un marathon vraiment entrepreneuriat et c'est super important. D'où le fait de, ben, quand on se fait accompagner, on arrive justement à trouver ce qui nous correspond le mieux, à l'aborder sereinement, il y aura quand même des nuits blanches, mais il y en aura peut-être beaucoup moins aussi, Mmh. et ça, c'est important. Comment est-ce qu'on peut faire aujourd'hui si on a envie de rejoindre ton accompagnement? Si on a des questions, toutes ces choses-là, comment est-ce que ça peut se passer? Évidemment, il y aura tous les liens aussi en description, mais au-delà de ça, avoir tes mots à toi. Ça marche. Alors pour le coup, moi tout est accessible de partout, que ce soit les prix, enfin voilà, je mets tout en avant, j'ai aucun souci avec ça. Donc on peut tout retrouver, que ce soit sur Instagram, dans mon Linktree, sur YouTube, dans mon Linktree également. Il y a une page bien spécifique du coup qui parle de mes offres, qui explique mes offres. À savoir que moi j'ai pris le pas, alors c'est un test, depuis 1 an et je vais voir comment est-ce que ça se passe. Je sais qu'on a parlé de niche par exemple et que du coup on va se dire: «Ah mais du coup, oh tu niché sur les lancements et cetera». Pas forcément. En fait, moi j'ai eu la grande chance, la grande opportunité du coup de travailler pour Decat. J'ai fait beaucoup, beaucoup de choses, parce que j'ai travaillé pour les marques, pour un e-commerce, j'ai été directrice magasin, j'ai ouvert mon propre magasin. Donc j'ai fait beaucoup, beaucoup de choses, ce qui fait que j'ai beaucoup d'expertise et beaucoup d'expérience. Et en fait, c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, j'ai décidé de ne plus avoir, juste un accompagnement sur les lancements, un accompagnement sur l'organisation, un accompagnement sur la délégation. C'est du sur mesure, en fait, en fonction de là où est la personne. Parce que je vais autant toucher des gens qui sont, alors pas au début de leur entreprise, mais voilà, commencent à arriver au premier palier. Tu sais, je gagne 2 000 €, comment est-ce que je fais pour aller un petit peu plus au-dessus? J'ai envie de me professionnaliser. Comme j'ai des gens qui font honnêtement entre 25 et 30 K par mois. Donc ça va vraiment de deux alliés. Et pour le coup, ouais, c'est du sur mesure. C'est en fait, on s'adapte sur des thématiques qui vont être plus, et c'est pour ça que moi j'aime bien l'appeler comme ça, du développement d'entreprise. Parce que ça passe par les lancements, parce que ça passe par la structuration, parce que ça passe par toute cette conscience en fait d'organisation. Ah, parce que c'est ça aussi, c'est quand on commence à travailler sur un nouveau lancement, que ça se passe mal ou que ça se passe bien, forcément, ça va, avoir des répercussions ensuite sur notre business. Au niveau du développement, qu'est-ce que je fais? En fait, j'ai fait un premier lancement, mais c'est quoi la suite? Donc ça, c'est hyper important. D'ailleurs, pour de futures aventures, n'hésitez pas à nous dire, je sais pas si ils peuvent laisser des commentaires ou même envoyer un message à Marine ou à moi directement sur Instagram, si ça vous intéresserait d'avoir du contenu sur qu'est-ce que je fais, en fait, une fois que j'ai fait mon lancement? Parce que c'est bien beau, j'ai fait mon lancement, j'ai pris une semaine de vacances, c'est quoi la suite, en fait? Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter parce que je pense que ça pourrait être carrément intéressant de faire un épisode sur ça. Mais du coup, voilà, toutes les informations honnêtement, pour le coup, il y a vraiment tout. Il y a mes prix, enfin moi je cache absolument rien du tout. D'ailleurs, ça a été une des meilleures décisions, pour les personnes qui se posent la question d'afficher leur prix ou pas. Moi, j'ai pris le pas de le faire il y a à peu près 1 an. Ça a changé mon business. Donc je pense que ça dépend de la niche sur laquelle on est, mais c'est hyper intéressant d'afficher ses prix, à mon avis, en tout cas pour ce que moi je peux faire. Ouais, ça c'est vrai que c'est quelque chose qui il y a souvent cette question: «Est-ce que je le mets ou est-ce que je le mets pas?» Si c'est pas des sur-mesures, tu vois, en mode cas par cas vraiment, où, c'est à la carte, heu, faut le mettre en fait. Si c'est un accompagnement et que ça ne changera pas le prix, que ça soit, enfin en fait que c'est des formules, faut le mettre, faut au contraire parce qu'on va gagner du temps, attirer plus de personnes parce que des fois des personnes vont pas voir le prix, elles vont se dire: «Ben, OK alors c'est trop cher», mais le trop cher pour une personne va être le pas cher d'une autre. Bien Donc il sûr, faut le mettre et c'est important que tu le rappelles et en tous les cas, tous ces liens seront en description, peu importe la plateforme sur laquelle on se trouve, il y aura, tes liens, que ça soit sur Insta, sur YouTube, de ton site aussi pour que les personnes puissent retrouver tes différentes, offres. Je mettrai le petit lien Insta là qui regroupe tout ce que tu as, comme ça ça c'est marche. super intéressant. En tout cas, merci infiniment, pour toutes les infos que tu nous as données. J'ai adoré tourner cet épisode. N'hésitez pas à nous dire si vous avez aimé aussi en laissant, un commentaire, bah, sur la plateforme d'écoute, sur laquelle, tu te trouves ou sinon, sur Instagram à nous faire un retour à Aude ou à moi-même pour, nous dire et si d'autres épisodes vous intéressent parce que nous on a plein d'idées. Aude a beaucoup de choses à dire Il y a aussi pour beaucoup de choses à se dire, ouais. beaucoup, beaucoup de choses à dire donc en tout cas merci beaucoup et je te dis, bah, à très vite peut-être, une nouvelle fois dans le comptoir du web. Ça roule. Merci à toi et du coup, j'espère que vous avez eu une super écoute et peut-être à bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt.